je passais des heures à marcher dans la forêt. Et quand je montais une colline, je prenais pas les chemins, j'allais tout droit. Je traversais les ronces, les bosquets, j'allais tout droit et je faisais ça en espadrille. Et j'avais une espèce de rapport charnel à ces collines, à ces lieux. Et puis je pouvais aussi m'arrêter et écouter les oiseaux, même si je savais pas reconnaître leur chant, je les écoutais tout simplement. Ou j'écoutais les craquements des branches, où je sentais les odeurs de la bruyère, de la lavande, du thym, il y a beaucoup d'odeurs. Où je passais de zones très chaudes à des zones très fraîches. C'est une source de vitalité. On se rend vivant. J'aurais pu passer le restant de ma carrière professionnelle à voyager avec l'argent que j'investis là dans ce projet. Je préfère prendre ce risque, voir ce que ça donne, apprendre, me rendre vivant, rendre vivant les autres. C'est ce qui me réjouit. C'est ce qui nous tient en vie avec mon épouse. C'est une aventure entrepreneuriale. Vendre tous ses biens pour investir sur un projet complètement fou, je ne le regrette pas. Quand tu as un projet, que ce projet a du sens, les gens le voient et ça attire du monde. Au bout d'un moment, ça se développe. Nous vivons dans un endroit qui est dans les collines, moi j'appelle ça comme ça, à 50 km de la ville la plus proche, et qui est, on appelle ça les hauts cantons de l'Orbe. C'est une zone qui participe de la diagonale du vide, désert médical, désert numérique, désert d'emploi, désert de tout. Et mes ancêtres étaient originaires de ce coin-là, voire même de fermes encore plus reculées dans les collines que là où je suis, donc encore plus inaccessibles, bloquées l'hiver par la neige. Hein. Alors il n'y en a pas beaucoup de neige, mais quand il y en a, tout est bloqué. Et c'est vrai que mes parents ont dû quitter en tout cas mon père, qui est originaire de là, a dû quitter cet espace, ce village, pour gagner sa vie, puisque c'est une région qui est pauvre économiquement, qui vivait de la vigne, mais dans les années d'après-guerre, on a eu des périodes d'arrachage de vignes, et il ne pouvait pas vivre d'exploitation viticole. Donc il est parti, il a travaillé comme fonctionnaire à Paris, toute sa vie. Il a fait les 3-8 à la SNCF, à la Cernam plus précisément. Donc sortir les colis des trains, remettre les colis dans les trains, sortir les colis des trains, remettre les colis dans les trains. Et ça pendant toute sa carrière. Mais toute sa carrière, il venait dans son village d'origine, et j'y allais aussi. Donc toute ma vie, j'ai passé là-bas 3-4 fois par an, 2 fois au moins. Et donc c'est une terre à laquelle je suis attaché, de par les gens, qui peuvent être parfois un peu râpeux, hein, les étrangers qui arrivent, ils se disent mais c'est quoi ces sauvages? Donc moi je les ai en amitié, ces gens-là, parce que j'en suis originaire. Et tu vois, quand je te dis ça, j'ai enterré ma tante hier, et elle était enterrée à 7. Et on se trouve au cimetière marin, et je vois une vieille femme qui vient me voir et fait « Je suis ta cousine Nicole ». Moi je la connaissais pas. Elle m'a reconnu. Et je lui dis « Ah bon ?» « Oui, je viens du Mas-Hugonin. C'est de ces fermes perdues dans les collines. Et moi je savais pas du tout ni situer la ferme, ni situer cette femme. Mais j'avais l'impression que la tribu s'était réunie parce que l'une d'entre nous était morte. Et c'était très très fort. Et j'avais cette sensation de participer de ce peuple. Dans un ouvrage de Jules Verne, Les Indes noires, il est question de mon petit pays. Tu te dis, waouh, c'est incroyable, Jules Verne nous connaissait. Maintenant, plus personne ne connaît notre petit pays. Et tous les gens qui ont pu sont partis, tous ceux qui n'ont pas pu sont restés. Donc les plus pauvres, les plus vieux, les plus fatigués sont toujours là et tiennent le territoire.
Certains continuent à parler un peu en occitan, mais ils sont de moins en moins nombreux. Alors j'ai mon cousin qui est voisin qui donne des cours d'occitan, qui fait des chants en occitan, qui anime des fêtes en occitan. Il y a une forme de territoire qui est comme ça, assez perdu quelque part. Hein. Et en revenant, je me disais aussi, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour mon territoire. Et quand je suis revenu dans ma région, donc ça s'est passé après le Covid. Le Covid, j'ai très mal vécu le Covid à Paris, on a été enfermés. La police empêchait les gens de sortir et de rentrer de la ville. C'était insupportable. Donc j'ai décidé de quitter. Et je suis rentré chez moi. J'ai acheté une maison près de là où habite mon père. Et puis un an après, mon père est rentré en maison de retraite. Donc j'ai vendu ma maison pour prendre la maison de mon père et l'aménager. Et tout ça en lien avec mon épouse. Hein. Et à ce moment-là, je travaillais encore sur Paris, je faisais des allers-retours. Et puis mon épouse a fait un rêve. Il a dit il faut que j'ai des ânes, et puis qu'on vive avec cette relation au vivant avec les ânes. Et moi j'ai tout de suite adhéré à son idée, parce que l'animal c'est un animal humble, solide, adapté au climat, adapté au terrain râpeux qu'on a là-bas. Et c'est un territoire de pierre, un territoire d'arbres pauvres. Et les ânes sont de ce territoire. Donc j'ai dit, c'est un projet qui me plaît. Donc j'ai décidé de tout vendre, tout ce qu'on avait, pour investir sur ce petit hameau. Et dans ce petit hameau, l'objectif est à la fois de créer un centre de formation et d'innovation pédagogique, avec capacité d'accueil. Donc on a installé le lieu dans un vieux champ d'olivier, un champ d'olivier centenaire, qui est un héritage de mes ancêtres. Et c'est tellement précieux d'avoir des arbres. Là je l'ai vu cette année, on a cueilli 600 kilos d'olives. Donc de quoi avoir 2 années d'huile d'olive et d'en offrir à plein de gens. Donc tous les gens qui nous ont aidés, ils auront de l'huile d'olive. Donc ça, c'est quelque chose de retour au terroir, retour au vivant, à la terre, retour à des cycles naturels qui m'ont manqué quand j'étais à Paris. Et pourtant, quand j'étais à Paris, toute ma vie, je me suis dit, je ne serai jamais que parisien. Je resterai toute ma vie parisien. Je ne pourrais faire que ça. C'est la plus belle ville du monde. Et je ne voyais pas, au fur et à mesure, comment la douleur et la tristesse passaient devant mes yeux sans que je ne veuille le voir. La forme de mendiant, de malheureux, de vol à la tire, de tout un tas de mots qu'apportent des grandes métropoles. Donc bien sûr, la ville est pleine de lumière, d'attractions, de cinéma, de tout ce qu'on veut, mais il y a aussi cette misère qui me devenait de plus en plus douloureuse, et surtout, quelque chose encore plus douloureux, c'est de me sentir indifférent à cette misère, tellement elle était présente et omniprésente, tous les jours, tout le temps. Et je lui dis, et tu fais rien là-dedans. Et donc c'était aussi une forme de lâcheté que de partir, en toute honnêteté. Bon, donc j'ai vendu ce que j'avais à Paris, j'ai vendu la maison que j'avais achetée à côté de mon père, et avec tout cet argent, on fait un projet, qui est un projet d'entreprise, où on se dit, on va former des formateurs, des acteurs de l'innovation, des acteurs qui ont envie de se transformer, des acteurs qui ont envie de prendre le temps, des acteurs qui aient un regard optimiste sur le monde et pas uniquement à se plaindre, et on va les former en se frottant au vivant. Et la meilleure façon de se frotter au vivant, c'est de le traverser et d'être traversé par lui. Donc c'est cette idée-là d'organiser des itinérances avec des ânes pour traverser les paysages, rencontrer les gens. Donc on rencontre des gens dans nos itinérances, traverser des villages qui ont aussi été touchés par la déprise agricole ou la déprise minière,
Et cette notion du milieu m'a tout de suite séduite parce qu'elle venait combler un manque que j'avais, à savoir mon monde intérieur et puis le monde extérieur. Et le milieu n'était pas dans cette dichotomie, mais au contraire dans ce trait d'union. J'ai commencé à regarder la distinction entre l'environnement et le milieu. L'environnement étant une extériorité, alors que le milieu est plutôt une construction subjective, un rapport trajectif au monde. Donc cette partie-là m'a emmené à retravailler et réfléchir sur l'éco-formation. Donc il y avait ce triptyque quelque part, auto-formation, éco-formation, et j'ai beaucoup travaillé sur l'intelligence collective, les organisations apprenantes, tout ce qui fait collectif dans les grands processus de transformation, hein, dans les entreprises où j'ai travaillé, et puis cette notion de milieu qui me semblait être le chaînon manquant pour que les individus, les apprenants, puissent pleinement se réaliser et pas simplement exécuter les plans de transformation que d'autres veulent pour eux. Puisque la plupart du temps, on dit on va vous adapter aux conditions du changement, et on oublie que les individus, c'est des adultes qui désirent par eux-mêmes, qui font des choix, et donc qui ne concèdent pas si facilement leur liberté, en particulier celle d'apprendre. Donc tu ne peux apprendre que si tu as envie. Dans la posture que j'adopte la posture de facilitateur, et progressivement, donc le facilitateur, c'est celui qui accompagne les énergies qui émergent, qui accompagne les objectifs qui se co-construisent par les participants, qui accompagne les contenus que nous co-bâtissons. Donc je peux apporter une partie, mais pas tout. Et donc il y a cette idée, il y a eu cette idée aussi d'exploration d'un maximum de vide. Et c'est très important pour moi d'habiter le vivant, d'habiter le territoire, d'habiter l'itinérance, et pas simplement de passer. Et ça, c'est quelque chose qui est possible s'il y a un petit peu de vide. Donc on fait l'expérience aussi du vide. Parce que pour moi, beaucoup trop de formation, c'est du contenu qu'on veut passer d'un cerveau à l'autre. Et donc pour qu'il y ait un petit peu de nouveauté, qu'il y ait un petit peu de curiosité, qu'il y ait un peu d'engagement, il faut une part de vide. Alors, dans ma pratique, j'ai beaucoup abordé le milieu par la liberté, par les espaces libérés pour les personnes. Autrement dit, j'ai eu à plusieurs reprises dans ma carrière des initiatives où je disais aux gens, voilà, il y a une semaine là, ou 3 jours, ou 2 heures, ou une après-midi, ça dépendait de la durée des formations, où je leur dis, vous allez faire ce que vous voulez. Mais mon objectif, mon cahier des charges, à la fin, c'est que vous ayez appris des choses là-dessus, là-dessus et là-dessus. Donc, dites-moi comment vous allez faire pour les apprendre. Donc, je mettais les gens face à du vide, à des défis. Et je me suis aperçu que ça fonctionnait plutôt pas trop mal. C'est-à-dire que quand tu donnes de la liberté pour apprendre, bah, les gens, ils s'en servent. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser un processus un peu similaire dans nos itinérances et laisser un maximum de liberté, de telle sorte que chaque personne, chaque personnalité, chaque sujet, chaque auteur de sa vie puisse trouver un moment où il va apprendre comme il l'entend. C'est ça un des éléments clés. Alors, il y a malgré tout une trame qui est extrêmement précise, puisque, mine de rien, on a fait financer des itinérances par Calliope, hein, donc tous les détails, objectifs pédagogiques, contenus, activités, modalités d'évaluation, tout ça est hyper détaillé, mais c'est uniquement utilisé si les personnes n'ont rien de mieux à faire. Autrement dit, on a une métatrame et on sait ce qui peut se passer chaque jour, mais chaque jour peut bouger et varier en fonction de ce qu'apportent les participants eux-mêmes. Par exemple, une des itinérances qu'on a menées, on avait une ethnologue. Et elle nous dit, ça serait vraiment intéressant que je vous propose un exercice d'ethnologie. On dit, oui, qu'est-ce que tu proposes ? Je vous propose qu'on observe le troupeau d'ânes comme si c'était une tribu d'humains, et puis on tire ensemble les enseignements de cela. J'ai dit, allons-y, faisons ça. Voilà, donc là, on a laissé la place à une initiative d'une participante, parce que ça allait dans le sens de l'apprentissage qu'on voulait, et au fur et à mesure, on a, pendant une semaine d'itinérance, on trame ces fils,
Et on les trame aussi aux paysages qu'on traverse. C'est-à-dire que les paysages sont aussi des lieux d'inspiration. On a fait un repérage très précis avec Cécile, qui est mon épouse et avec qui nous co-organisons ces itinérances. Donc on a repéré tous les chemins avant. Mais le moment venu, on peut faire une pause à un endroit qu'on n'avait pas forcément prévu. Parce qu'on est saisi par le paysage. Parce que l'effort physique nous dit qu'il faut s'arrêter là. Parce que un âne rouspète et a envie de manger, n'a plus envie d'avancer. Donc on a une part de vivant qui s'invite à nous et qui compose une part du menu. Et tout d'un coup on se dit, on n'a plus qu'une heure pour faire ça, on va plutôt faire cette activité plutôt que celle-là qu'on avait prévue. Donc on compose, on a tout un tas d'ingrédients qui sont prévus à l'avance dans le format Calliope, apportés par les participants et chamboulés par les paysages et l'engagement du corps dans le paysage. La dimension corporelle est très importante parce que on travaille beaucoup sur le ressenti. L'idée de l'approche pédagogique dans laquelle on se situe est plutôt une approche phénoménologique. Autrement dit, la plupart du temps, on a des approches qui sont dites comportementalistes, c'est-à-dire on a des objectifs, des comportements visés à développer, des savoir-faire à acquérir, des activités prévues pour cela, et on déroule un canevas linéaire d'apprentissage. Et dans ce qu'on apporte, on a plutôt une approche qui vient de la phénoménologie, c'est-à-dire on vit des choses, on produit ou on accompagne des suspensions du jugement, on voit ce qui est présent, une forme naît, et d'ailleurs, j'utilise désormais le terme de mésogénèse plutôt que de formation, c'est-à-dire la mésogénèse, c'est la constitution du milieu, alors que la formation, c'est l'établissement d'une forme. Et on voit que la mésogénèse, elle est plus accompagnée que prévue. On a un canevas qu'on appelle la théorie du U, développé par un chercheur qui s'appelle Otto Scharmer. Son U est un processus où la première branche du U vise à descendre en soi, à passer par des étapes de présence, de co-sentir, de co-observation, pour faire de plus en plus un collectif, un vrai collectif, une équipe, un égrégore peut-être même, et puis une deuxième partie du qui est une remontée, où on passe par des éléments de cristallisation, de co-design, d'ancrage, et là on s'appuie beaucoup plus sur les projets des participants, sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire de ces expériences pédagogiques dans leur propre environnement professionnel. Donc on accompagne là un décryptage finalement des expériences sensorielles qu'on a pu réaliser. Il y a beaucoup de pratiques qui sont vues, chemin faisant, des pratiques de marche accompagnées avec un âne, soit l'âne tenu en longe, soit l'âne libéré. Là, c'est une pratique qu'on aime faire découvrir, disons pour consigne de tenir l'âne, mais l'âne, ce qu'il aime faire, c'est manger. Et il mange 18 heures par jour. Autrement dit, quand on chemine, son premier réflexe, dès qu'il y a une perte d'attention de son partenaire, il va aller grignoter une touffe d'herbe. Donc le participant, en général, il tient l'âne au plus près, il le serre très fort. Et donc l'âne n'a pas de liberté, il est coincé. Et tout au long de la semaine, finalement, on apprend progressivement à faire confiance à l'âne et à le soigner. Et la relation de soin est une relation qui t'aide non pas à avoir autorité, mais à faire autorité. Autrement dit, la confiance grandit progressivement dans la relation à l'animal. L'animal sent que tu n'es pas simplement quelqu'un qui va le conduire, mais que tu es aussi quelqu'un qui va le nourrir et le soigner. Et au fur et à mesure que cette relation de soin et de protection se met en place, eh bien l'âne consent à être un peu plus attentif à tes propres besoins. Et ça, c'est un moment assez magique, quand tu comprends que, en prenant soin des autres, en prenant le temps de gagner leur confiance, la relation change, et que l'autre ne te voit pas simplement comme un objet de
dans une relation de domination-dominée, mais dans une relation de partenariat, alors là, il y a quelque chose qui est, pour nous, essentiel en matière d'apprentissage pédagogique. Autre élément pédagogique qu'on met en place, c'est l'approche par les paysages. Les paysages ont été pensés dans une approche plus asiatique que occidentale, hein, dans le processus pédagogique qu'on met en place. Autrement dit, dans le paysage occidental, nous avons une succession de plans. C'est le château de Versailles, avec une géométrie et une perspective parfaite. Et donc on va être capable de repérer des objets sur un plan. Dans le paysage asiatique, on a du fondu enchaîné, du processus qui n'est jamais complètement arrêté. Tu ne vois pas la rivière et la colline, tu vois le processus de creusement de la colline par la rivière. Et donc ça n'est pas deux phénomènes dissociés ou deux états différents, colline d'un côté, rivière de l'autre, mais c'est véritablement le fait de la nature qui se met en place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on introduit par la marche, par le ressenti de la fatigue corporelle, le fait de monter une colline. Tout d'un coup, tu vois que une colline, c'est une progression. Ça n'est pas simplement un tas de pierres avec des arbres dessus que tu peux décrire. C'est une sensation vécue. Tu fais l'expérience de la colline. Et puis, à des moments de halte, on fait aussi prendre conscience du paysage, à la fois de l'intériorité du paysage et de son extériorité. Par exemple, un des exercices qu'on propose, c'est d'apprendre à se faire guetter par la forêt. Se faire guetter par la forêt. Alors ça, c'est une sensation étrange parce que tu te dis, je vais observer la forêt. Et là, c'est pas du tout la consigne qui est donnée, c'est complètement l'inverse. C'est se faire guetter par la forêt. Qu'est-ce que la forêt ressent de toi? Donc ça met dans un état un peu d'intériorité assez particulier où les participants sont invités à ressentir qu'est-ce que c'est que d'être partie du tout. Donc cette pédagogie du paysage nous remet dans la continuité du vivant plutôt que dans sa coupure. Le corps est pleinement pris dans l'aventure, et puis on s'efforce d'avoir aussi des points de vue et des paysages qui touchent l'émerveillement. L'émerveillement touche l'idée que tu peux rentrer dans la transition écologique, hein, qui est un des messages d'arrière-plan que nous avons. Si tu te dis, mais ça j'ai envie de le conserver pour moi, pour mes enfants. Donc cet émerveillement, il a une puissance aussi, hein. Et quand tu arrives au bout d'une journée de marche et que tu es sur un point de vue, un chalet qu'on a trouvé qui a été repris par un couple de personnes incroyable, où tu as vu 30 km de collines avec des forêts, une immensité sans fin, là, tu te dis « Waouh, c'est trop beau !» Et quand l'homme qui est un musicien se met à jouer de musique, tu dis « Voilà, on a créé une sensation particulière où on sait que émotionnellement il va rester quelque chose. » Et une fois qu'on a ça, bah, tu peux quand même avoir des discussions profondes qui vont prendre une toute autre ampleur parce que tu as un ancrage émotionnel qui a été préparé. Mais ce que j'aime dans l'idée de paysage, en tout cas tel que repris par Augustin Berg, qui est la personne qui m'inspire sur la partie du milieu, c'est cette connexion intime entre paysage intérieur et paysage extérieur, où il n'y a pas de séparation mais lien. Donc, ce qu'on trouve également en écologie profonde, ou deep écologie, si c'est le bordel dans ta tête, pourquoi est-ce que tu prendrais le soin de mettre tes ordures dans la bonne poubelle? Cette correspondance entre ton monde intérieur et le monde extérieur passe par l'émerveillement du paysage. Et là, on démultiplie des pratiques dans lesquelles on demande aux personnes, après des marches, après des moments vécus avec l'âne, de distinguer à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui est de l'ordre de l'émotion, du sentiment, de l'observation, de la perception, de la cognition. Et donc on va leur demander de distinguer tous ces états internes, ce qui n'est franchement pas si facile que ça. Et il y a une prise de conscience que finalement on est très centré vers l'extérieur
et pas tout le temps vers l'intérieur. Alors que 80% de nos signaux nerveux sont tournés vers l'intérieur du corps. Donc il y a l'idée de se recaler, de se réajuster dans cette place dans le vivant, non pas au-dessus, non pas au-dessous, mais traversé et traversant. L'intelligence du corps est quelque chose qu'on voit aussi régulièrement à travers nombre de pratiques. Pratiques en cercle, pratiques de marche côte à côte, pratiques de regard les yeux dans les yeux. Donc on a beaucoup de pratiques où on va vivre le corps, où on va vivre des expériences somatiques qui vont là également nous faire ressentir notre corps comme on le ressent pas tout le temps. Donc on va égrener notre courbe en U, cette courbe descendante et remontante, de moments d'émergence, mésogénèse, proposés par les participants, de moments prévus à l'avance, de moments suggérés par le paysage, de moments d'émerveillement collectif, de moments de recueillement ou de temps personnel individuel, et progressivement, on va intégrer les problématiques professionnelles des participants, parce qu'on est dans une formation professionnelle, et plus on va s'approcher de la fin, plus on va réintégrer des outils et des moments comme des accélérateurs de projets ou des entretiens d'explicitation qui visent à mieux comprendre ce qui est vécu et qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui est vécu au niveau des techniques d'observation, des pédagogies de la marche dans des processus pédagogiques plus classiques. La réflexivité est un des éléments clés de l'apprentissage et on a des séances de réflexivité tout au long de l'itinérance, mais il y a beaucoup de réflexivité où on va se poser des questions en permanence sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quelle direction on est en train de prendre ensemble. Donc on est vivant ensemble et on co-construit parfois journée par journée qu'est-ce qui va se passer le moment d'après. Parce qu'il y a des événements. Et parce qu'on rencontre des gens aussi sur notre chemin. J'ai peu parlé des personnes qu'on rencontre, mais on est accueillis dans un lieu, on a des hôtes qui nous hébergent, on a des discussions avec les gens. On a fait venir par exemple une conteuse locale qui nous a parlé de choses qui se sont passées, qui nous a ouvert sur la puissance de l'oralité. Donc on a des rencontres humaines, on a des rencontres avec les animaux, on a des rencontres avec les paysages, le vivant végétal. Donc tout ça, ça participe à nous vitaliser d'une certaine façon. Alors, ce qui me semble aussi intéressant comme trace, c'est la capacité à rendre vivant ces interactions avec les autres. C'est-à-dire, dans ce que j'appelle vivant, c'est une forme de confiance à ce qui va se produire, une bifurcation positive, une ouverture, une émergence, tout ce qui n'est pas prévu et qui nous amène de la joie, une nouvelle signification possible. C'est ça du vivant. Et ce vivant-là, je trouve qu'on l'a parfois perdu en pédagogie en se reposant sur des programmes qui sont préfabriqués, dans lesquels on dit tu vas faire A, B, C. Et là, on passive les gens. Donc on leur a demandé dans les itinérances de tenir des carnets de bord, et dans ces carnets de bord, de faire des dessins, ou de noter des citations, ou des mots-clés qui leur semblaient inspirants, ou des apports théoriques qu'ils avaient pu s'échanger mutuellement, ou que j'avais pu faire. Et ces carnets de bord, finalement, ça reflète aussi que tu peux traverser une même formation, mais ne pas avoir les mêmes apprentissages. Et ça rejoint bien cette idée du milieu que je défends, dans lequel tu peux passer par un dispositif, et en fait, c'est pas le dispositif, il est co-construit par toi-même, tes besoins, ta trajectoire, là où tu en es. En tout cas, on a mené des entretiens d'explicitation à posteriori de ce qui a été vécu, et on a étudié, et j'ai étudié quelque chose que Augustin Perc appelle la médiance. C'est cette façon de se situer dans le milieu. Et dans cette médiance, on distingue plusieurs formes de médiance qui sont symboliques, sociales,
physique. Et donc ces différentes formes de médiance, on repère la situation dans le milieu. Donc chacun vient avec une part d'histoire, une part de soi, et vient chercher ce qui lui semble utile. Et la médiance physique apparaît dans ces entretiens. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils sortent avec des choses qui peuvent leur servir dans leur métier et dans leur projet. Qu'ils sortent avec des outils utiles, des concepts qui vont leur permettre d'être plus efficaces dans la transition écologique, dans les actions de conseil, qu'ils puissent y mettre une couche de conscience plus forte. Donc là, il y a un cheminement sur son projet professionnel, sur ses valeurs, sur là où j'en suis. Donc chacun est invité à venir avec une question qui lui tient à cœur, et l'itinérance va l'aider à cheminer là-dedans. Pour l'instant, on a fait 4 itinérances. Et chaque itinérance portait sur des thématiques plus ou moins différentes. La première, c'était sur la facilitation en intelligence sociétale. La deuxième qu'on a pu faire, c'est sur la métamorphose des systèmes d'apprentissage. Ensuite, on en a fait une sur la robustesse, et puis on en a fait une autre sur la facilitation aussi. C'est vrai qu'il y a les points communs, le rapport à l'animal, la courbe en U, le cheminement, l'intériorité, extériorité, qui prennent beaucoup de temps. Alors dans les différentes itinérances, je fais quand même des exposés théoriques, mais c'est vrai, ça n'est pas forcément cette partie-là qui est la plus marquante pour les participants. C'est vraiment l'immersion dans le vivant qui nous touche. On leur a demandé dans les itinérances de tenir des carnets de bord, et dans ces carnets de bord, de faire des dessins, ou de noter des citations, ou des mots-clés qui leur semblaient inspirants, ou des apports théoriques qu'ils avaient pu s'échanger mutuellement, ou que j'avais pu faire. Et ces carnets de bord, finalement, ça reflète aussi que tu peux traverser une même formation, mais ne pas avoir les mêmes apprentissages. Et ça rejoint bien cette idée du milieu que je défends, dans lequel tu peux passer par un dispositif, et en fait, c'est pas le dispositif, il est co-construit par toi-même, tes besoins, ta trajectoire, là où tu en es. En tout cas, on a mené des entretiens d'explicitation à posteriori de ce qui a été vécu, et on a étudié, et j'ai étudié quelque chose que Augustin Perc appelle la médiance. C'est cette façon de se situer dans le milieu. Et dans cette médiance, on distingue plusieurs formes de médiance qui sont symboliques, sociales, physiques. Et donc ces différentes formes de médiance, on repère la situation dans le milieu. Donc chacun vient avec une part d'histoire, une part de soi, et vient chercher ce qui lui semble utile. Et la médiance physique apparaît dans ces entretiens. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils sortent avec des choses qui peuvent leur servir dans leur métier et dans leur projet. Qu'ils sortent avec des outils utiles, des concepts qui vont leur permettre d'être plus efficaces dans la transition écologique, dans les actions de conseil, qu'ils puissent y mettre une couche de conscience plus forte. Le mot apprendre et le mot vivre sont synonymes. Tu peux pas apprendre sans vivre, et tu ne peux pas vivre sans apprendre. Et donc, ma visée, c'est d'avoir un apport, un appui à des pratiques pédagogiques et sociales innovantes qui soient régénératrices de liens. C'est ça que je vise. Et donc, dans la proposition, la médiation à l'âne, la médiation au paysage, la médiation au groupe, la médiation aux rencontres, la médiation aux imprévus, la médiation à un programme, parce qu'il y a quand même un programme, tous ces éléments-là composent un cheminement, et il n'est pas tout prévu à l'avance. Et les participants, ils viennent parce qu'ils ont envie de vivre une expérience et une exploration. C'est pas une activité entre guillemets rentable, donc on ne se met pas la rate au courbouillon en disant il faut absolument qu'on gagne notre vie avec ça. On gagne notre vie à faire des formations traditionnelles ou des choses plus classiques, mais ça nous donne un supplément d'âme,
C'est-à-dire qu'on va toucher là des gens qui sont, entre guillemets, très matures sur ces questions, ou qui se posent des vraies questions, ou qui sont vraiment en cheminement. Donc des personnes qui ont déjà de l'expérience et de quoi apporter ou de quoi co-construire avec nous. Donc c'est plutôt des influenceurs, entre guillemets. Donc en fait, on a des personnes qui sont assez engagées, qui viennent chercher quelque chose de différent, qui osent l'inconnu. Souvent, ils sont même pas très curieux de ce qu'ils vont vivre dans le détail. C'est vraiment étonnant, mais il y a une forme de confiance a priori. On sait qu'on va vivre quelque chose. Et l'inconnu fait partie de ce qu'on a envie de vivre. Ça, je trouve ça plutôt assez incroyable, tu vois, d'avoir ça comme profil. C'est à chaque fois des aventures humaines différentes. Les ânes adorent marcher. Ils sont tristes quand ils travaillent pas, entre guillemets, c'est du travail, hein, mais ils sont tristes quand ils marchent pas, quand ils travaillent pas. On le voit, hein, là, l'hiver, ils font la gueule dans le champ. Donc ils sont heureux dès qu'ils peuvent, ils sont heureux. Et puis ils ont le niveau d'indiscipline requis. Donc on veut pas qu'ils soient complètement des ânes nounours qui se contentent de suivre le chemin. On veut qu'ils soient comme ils sont, c'est-à-dire s'ils ont envie de manger, c'est une expérience, une épreuve d'apprentissage pour le participant, de se dire qu'est-ce que je fais, quoi. Donc on est très content, on améliore notre pratique, et puis c'est jubilatoire comme pédagogie, si tu veux. Je fais des formations en salle depuis des années, hein, j'ai 58 ans. À 58 ans, j'en ai fait des heures de formation, j'ai des milliers d'heures de formation, mais là c'est autre chose. Il y a quelque chose où le projet, j'en suis avec les entretiens d'explicitation que j'ai menés, à dessiner une cartographie que j'ai appelée pompeusement des éco-compétences existentielles. Autrement, je repère qu'est-ce qui rend vivant les gens, qu'est-ce qui nous rend vivants. Et je me dis que si les pédagogues savent repérer qu'est-ce qui les rend vivants eux-mêmes, ils seront probablement capables de le faire pour leurs participants. C'est ça ce que je vise. Donc rendre vivants nos formateurs pour qu'à leur tour ils puissent rendre vivants les autres, c'est l'enjeu.